Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. L'analyse technique en préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, les news qui ont émaillé l'actualité, je vous retrouve de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez le voir, la séance s'achève morne, 0,31% d'abandonnés. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des fondamentaux. Je veux dire, pas grand-chose de vraiment enthousiasmant avec un record de contamination journalière aux États-Unis, 77 000 infections en un jour, difficile d'être euphorique dans ces conditions. En particulier, alors que s'ouvre la réunion européenne pour finaliser et négocier avant, bien sûr, cette fameuse enveloppe de 750 milliards d'euros pour donner du souffle aux économies abattues par la crise du Covid, les négociations risquent d'être un petit peu tendues entre des pays dont les États et les impératifs divergent. Beaucoup d'investisseurs pensent que ce ne sera pas aussi simple que lorsque l'on l'a annoncé. En tout cas, prudence sur les marchés. Alors, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'inconnus. Tout d'abord, je vous rappelle, et si vous découvrez ce blog et mon travail, c'est important pour vous de le savoir, c'est que nous étions en période de congestion. Nous sommes en période de congestion depuis maintenant pas mal de temps, puisque les sommets ont été atteints en juin, c'est-à-dire il y a 6 semaines, et depuis, nous sommes en période de latéralisation. C'est normal, il faut savoir que plus on passe de temps et plus la progression est violente dans un sens ou dans l'autre, plus la congestion risque de l'être également, étant donné qu'en l'espace de quelques mois, on est passé du 16 mars au 8 juin, on a progressé de 44%, même sur une période un peu plus courte, sur entre 14 mai et 9 juin, donc à l'espace des mois, on a pris 24%. Il est normal que l'on consolide. D'ailleurs, pour l'instant, rien n'est remis en cause au niveau de l'impulsion haussière, puisque nous sommes toujours dans ce grand canal orange qui nous accompagne. Maintenant, c'est vrai que si on cherche de l'animation, le CAC 40 n'est peut-être pas le terrain de jeu favori pour cela, mais cela ne nous empêche pas de progresser et d'apprendre des choses. En l'occurrence, vous voyez, au-delà de la frustration que l'on peut vivre à voir le CAC 40 consolidé, il faut savoir que cette sortie de triangle à laquelle on a assisté le 15 juillet est fondamentale, parce que si effectivement cette sortie signifie que la période de congestion dans un triangle symétrique est terminée, on est prêt peut-être pour une impulsion majeure. Le problème, c'est que cela fait 2 séances que l'on peine et voire même que l'on réintègre ce triangle. Et si le triangle symétrique n'est pas celui qui est choisi par le marché pour suivre la congestion, si on a autre chose, comme par exemple un autre triangle symétrique qui se dessine, ou si on a tout simplement une période de congestion dans un canal ou un rectangle qui se dessine, et bien tout simplement on est parti encore pour de nombreuses séances d'attente. Et c'est pour ça que il faut suivre cette sortie éventuelle de congestion, parce que dans ma technique, tant qu'on est en période de congestion, on peut oublier tous les messages donnés par les chandeliers japonais, tous les messages délivrés par les indicateurs techniques, alors que si on en est sorti, ils retrouvent leur place dans mon analyse. Et il est vrai que c'est compliqué pour l'instant parce qu'on est sur la tranche. Alors si on est optimiste en termes de fin de consolidation et que l'on considère que nous sommes effectivement sortis de la période de congestion, même si c'est un petit peu poussif, on a des bons points d'entrée. On a des bons points d'entrée si on veut jouer le triangle symétrique, parce que bon, l'idée c'est par exemple de mettre le stop large, on va dire, en dessous du triangle, voilà, mettons à 3,3, à moins 3%, sans définir du triangle symétrique. Dans ce cas, il faut viser au moins du 3%. Vous savez, ça impliquerait d'aller s'engager dans les zones de résistance, ce que j'aime pas faire. Il y a beaucoup d'autres façons de tracer les stops, et donc du coup beaucoup de façons de tracer les objectifs. Je vous renvoie à la formation tout trado, sinon ça va être trop long. Simplement, une autre variante serait d'utiliser non pas le triangle, mais d'utiliser le gap qui a été ouvert. Là, pareil, si on considère qu'on est
sorti de la zone de congestion et que ce gap ne sera pas rebouché, on peut mettre un stop à 1,3% avec un objectif qui nous permet de ne pas défier cette énorme résistance, ce qui est pas mal aussi. À titre personnel, je ne suis pas suffisamment confiant dans cette sortie de triangle pour jouer à la hausse. Je suis vraiment au contraire plutôt circonspect. Mais acheter en mettant un stop sous le gap n'est absolument pas stupide. Si maintenant vous préférez... en fait, si je devais acheter, je pense que j'achèterais plus en jouant la continuation dans le canal orange, hein, c'est-à-dire en mettant un stop, par exemple, même très large, hein, à 7,7%. Et viser un retour sur le haut du canal orange à 11, 12%, etc. Ça serait plus en vérité ce que j'aurais tendance à faire parce qu'avec mon biais haussier que j'ai expliqué en début de semaine, vous avez suivi ça dans le backtest de lundi au mardi, j'ai plus tendance à penser que l'on continuera de monter en fin de congestion que de partir dans le sens inverse, hein. Alors, c'est plus du moyen terme par contre. Donc nous avons également l'autre possibilité, hein, c'est de considérer qu'on puisse trader à la baisse. L'idée c'est de mettre un stop en dessous des précédents sommets, qui impliquerait donc que l'on revienne au-dessus du sommet de lundi, mais également qu'on casse la petite résistance avec un stop à 1,59%. Il faut un objectif ici à peu près. Le problème c'est que cela fait le pari que ce gap sera traversé, que c'est donc un gap commun. C'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Je suis désolé si vous débutez l'analyse technique, vous allez arriver, votre voyage s'arrête sans doute ici parce que c'est un peu technique. Et sinon, nous avons toujours les éléments techniques qui nous intéressent, hein. Donc la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, naturellement les bandes de Bollinger qui sont là et la moyenne mobile à 7 jours qui est là. Alors comme vous le savez, on a backtesté quelque chose, c'était sur la vidéo d'hier. La séance d'aujourd'hui ne permet pas de trancher on avait simplement dit qu'on avait plus de chances d'aller chercher la moyenne mobile à 7 jours que de ne pas le faire dans le contexte qui s'était produit ce jour même, hein, celui de la réintégration des bandes de Bollinger. Bon, vous voyez, la séance d'aujourd'hui n'a pas permis de trancher puisqu'on n'est ni allé au plus haut que les précédents sommets, ni retourner chercher la M7, hein, qui faisait l'objet du backtest. Donc ça court toujours, mais c'est également une des raisons pour lesquelles je suis pas trop rassuré par rapport à un long maintenant, un achat maintenant au regard de ce backtest que j'ai effectué avec vous sur la séance de jeudi. Nous avons naturellement la moyenne mobile à 50 jours qui monte, donc on est en tendance haussière au regard de ce critère. Par contre, la M7 et la M20 qui montent, les cours au-dessus, ça veut dire que la tendance de court terme et la tendance générale est haussière, mais uniquement à condition que l'on soit sorti de la zone de congestion, vous comprenez. Et donc, comme on est en train de négocier cette sortie de congestion, je ne sais pas si je dois accorder de l'importance à la M7 et la M20. Les indicateurs techniques sont assez mitigés, mais j'aimerais surtout vous parler... Ah bon, je vais quand même les mettre parce que sinon, on faut faire les choses bien. Voilà, donc au cas où on serait pas... au cas où on serait sorti de la zone de congestion, le RSI au-dessus de 50, ça va, le momentum est positif, ça va, le MACD est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier, c'est très dangereux. Vous voyez le MACD qui a fait semblant d'aller chercher son signal et qui redescend. Bon, c'est pas très évident, mais pour l'instant ça s'apparente quand même à un non-croisement baissier. Attention, c'est très dangereux. Et nous avons également une divergence baissière sur le stochastique, j'en ai parlé, puisque le stochastique ne fait pas de plus haut pendant que les cours, eux, ont fait des plus hauts, c'est dangereux aussi. Et puis surtout le CCI qui descend en dessous de sa zone de surachat, donc qui passe en dessous de 100, c'est pas bon non plus. Alors c'est l'objet du backtest du jour. Alors je vais garder la conclusion pour la fin, sinon certains risquent de partir. Je plaisante à peine. Et voilà ce que je voudrais tester avec vous. Donc c'est pas le stochastique qui m'intéresse, c'est bien le MACD. C'est un double, un double signal que je recherche. Je vais regarder avec vous ce qu'il se passe, quelque chose que j'avais jamais backtesté auparavant. Lorsque le CCI sort de la zone de surachat, donc il y a un signal baissier pour moi, alors que, c'est-à-dire dans un contexte où le MACD est en dessous de son signal. Et il y a peu de signaux comme ça. Et comme c'est un phénomène qui est assez rare, ça m'intéressait de le tester vu que je l'avais jamais testé avant. Et le test sera réputé gagné si on perd 1%. Et il sera réputé perdu si on gagne 1% avant d'avoir perdu 1%. Donc je fais le pari en gros que ça veut dire qu'on va perdre 1% à partir de maintenant. Ok ? Donc c'est parti pour le backtest. Première occurrence, ici, vous avez le signal qui est donné
sur cette bougie, une sortie de la zone de surachat, avec un MACD qui était en dessous de son signal, et on a perdu 1%. On a même perdu beaucoup plus, hein, et ceci avant de prendre 1%. Un autre signal ici qui a également fonctionné sur cette bougie. Le CCI est sorti de sa zone de surachat alors que le MACD était sous son signal. On a perdu 1%, on a même perdu beaucoup plus, hein. On a perdu même 6% à un moment. Là avant on a perdu également 5-6%. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si on perd ou si on gagne 1%. Là, c'est loupé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ici, vous voyez, sur cette bougie. Ça se joue à pas grand-chose, hein, puisque ça s'est passé ici, là. Et donc, effectivement, au lieu de perdre 1%, on a regagné 1%. Donc, c'est perdu. Maintenant, je vais aller plus vite, puisque vous avez compris le système. Nous avons un succès, un échec, un autre succès, suivi d'un échec, deux succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, trois succès, un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs, cinq échecs, un succès, un échec. Et on a nos 20 occurrences. Alors, nous avons une situation assez décevante, on va dire, où sur 23 tentatives, on a 12 succès et 11 échecs, donc près de 50%. 50% de chance de gagner 1% ou 50% de chance de perdre 1%. Alors, si vous êtes des consommateurs et que vous êtes venus et que vous découvrez mon travail et que vous attendiez à avoir une martingale, vous allez dire, c'est la dernière fois que je viens voir les vidéos Trado, ça sert à rien. Maintenant, si vous êtes là pour vous former, pour apprendre à faire de l'analyse technique et ensuite de faire du trading, il faut comprendre ce qui suit. Ce genre de choses arrive. Vous voyez, c'est un backtest qui n'a pas fonctionné, donc j'ai travaillé 1 heure pour rien à mettre en place ce backtest, et ça veut dire tout simplement que on peut pas l'appliquer comme ceci a priori. C'est pas significatif. Ok, donc est-ce qu'on peut jeter ce backtest à la poubelle? Oui et non. Alors oui, parce que vous voyez bien que c'est pas viable. Non, parce que c'est une base de travail. À partir de maintenant, vous devriez faire évoluer le backtest, dire ok, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais le pari qu'on gagnera 2% avant de perdre 2%, enfin plutôt qu'on perdra 2% avant de gagner 1%, 2%, ou alors à l'inverse. Est-ce qu'on va on va gagner 1,5% avant de perdre 1%? Bref, regardez ce que donnera le backtest. Énormément de travail de recherche, etc. Peut-être que ça donnera rien et que votre backtest, ça sera encore 1 heure de perdu pour vous. Peut-être que ça donnera finalement quelque chose qui est super viable et vous allez vous rendre compte qu'on a 30% de chance de perdre 2% contre 70% de gagner 1% dans le sens qui vous intéresse. Mais globalement, c'est rentable puisque ça veut dire que le gain que l'on fait quand on gagne compense largement le fait que l'on perd plus souvent que l'on ne gagne. Et donc voilà, ça c'est la réalité du travail du backtest, et ça me fait plaisir de vous montrer un backtest qui n'a pas fonctionné, puisqu'encore une fois vous montrez que voilà, quand je vous présente des backtests que généralement, je vais vous dire la vérité, j'ai backtesté avant, donc c'est pour ça que je vous les montre, mais voilà, là j'ai attaqué un backtest que j'avais jamais fait avant et tout simplement ça ne fonctionne pas tel quel, il faut travailler et améliorer. Voilà. l'Ishimoku nous montre la chose suivante, c'est que c'est toujours aussi neutre et désespérant. On est plus proche d'une tendance haussière que d'une tendance baissière, parce que comme vous pouvez le voir, on est bien au-dessus de la SSB, on est bien au-dessus de la SSA, bien au-dessus de la Kijun, bien au-dessus de la Tenkan, mais la tendance de très court terme donnée par la Tenkan est toujours neutre, la tendance de long terme donnée par la SSB est neutre aussi. Bon, il y a du mouvement au niveau de la Kijun qui monte et de la Tenkan et de la SSA qui monte, mais c'est pas encore parfait. J'aimerais vous alerter sur la lagging span. Je montre la lagging span uniquement quand il se passe quelque chose. Vous voyez, ça c'était la base de notre triangle symétrique qui avait pas parfaitement fonctionné, mais qui a donné quand même des gains pour ceux qui l'ont pris. Voilà, là la lagging span se prépare à se confronter à ce triangle. Il faudra en sortir également. Ce sera pas facile. Donc ça veut dire que quand les cours projetés 20 périodes en arrière, alors ça sera, on sera lundi, on sera là.
Quand on viendra sur les 5070 par exemple, les cours seront tels que la lagging span sera au contact de l'oblique, ça risque de bloquer un petit peu. Par contre, si on passe, on risque d'avoir une accélération aussi derrière. On en reparlera lundi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or et notamment une très belle vidéo que j'ai trouvée qui a été faite par un copain, Nicolas, qui se demande est-ce que l'or, ça sert vraiment à quelque chose ou pas. Une analyse sans complaisance. En 10 minutes, vous allez tout de suite savoir si vous feriez bien d'acheter de l'or ou pas. C'est à la fin de cette vidéo.